sommes dans un hélicoptère de l'armée colombienne, au nord-ouest du pays. Il y a quelques mois, ces plaines étaient au cœur du conflit qui a déchiré le pays pendant plus de 50 ans. Avant, tout ce territoire était dominé par les FARC. Depuis la signature du processus de paix entre le gouvernement et les FARC, les guerrilleros ont quitté leur maquis. Mais derrière eux, ils ont laissé des territoires qui regorgent de richesses. Dans ce secteur-là, c'est la coca qui est cultivée. Il y a énormément de plantations par ici. Et là, ce sont des mines d'or clandestines. Ce que vous voyez en bas, c'est les dragues qu'ils utilisent pour extraire le minerai. Ces territoires avec de l'or et de la coca, l'armée veut les récupérer. Dans quelques jours, nous la suivrons lorsqu'elle passera à l'action. Mais elle n'est pas la seule à convoiter les territoires perdus des FARC. À 200 km de Medellín, la vallée d'Ituango. Ici aussi, la guérilla marxiste a abandonné la zone. Costeño Ananias a 40 ans. Il est à la tête de la plus grande association de paysans du coin. Pour eux, la paix s'est vite transformée en cauchemar. Des milices armées tentent aujourd'hui de prendre le contrôle de la vallée. Y ahora con el proceso de paz donde ya hay un acuerdo entre el gobierno y FARC. Avec le processus de paix, le gouvernement et les FARC ont cessé les combats. C'est bien, mais maintenant, les clans paramilitaires veulent établir leurs lois. Ils sont déjà présents dans 80 à 90% de notre région. On ne se sent pas protégé. Et que fait le gouvernement? Si on installe la paix, ce n'est pas pour qu'un groupe en remplace un autre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça me fait peur. J'ai peur qu'ils nous tuent tous. Leur idéologie à eux, c'est juste l'argent. Si les habitants de la vallée sont inquiets, c'est à cause du passé sanglant de ces clans paramilitaires. Nés dans les années 80 pour lutter contre l'extrême gauche, les paramilitaires ont massacré des milliers de civils pendant la guerre. Officiellement, ils se seraient démobilisés en 2006. En réalité, ces groupes ont muté. Ils ont abandonné leur tenue militaire et se sont transformés en cartels ultra-violents et très secrets. Leur chef, Otoniel, 45 ans, est le narcotrafiquant le plus recherché de Colombie. Même le gouvernement américain offre une récompense de 5 millions de dollars pour sa capture ou celle de ses lieutenants. Mais ils sont introuvables. Avec le retrait des FARC, cette armée de l'ombre a de nouvelles ambitions. Premier objectif, récupérer les paysans qui cultivaient la coca pour la guérilla. Il y a 3 jours, Hector a dû fuir son village après l'arrivée d'un groupe de paramilitaires. Ils sont arrivés dans notre hameau et ils nous ont dit qu'ils allaient protéger notre village, mais qu'il fallait qu'on travaille pour eux maintenant. Qu'on plante et qu'on récolte la coca pour eux. Moi, je ne voulais pas. Alors, ils m'ont menacé de mort. Le problème, c'est que le paysan qui souhaite se soumettre aux accords de paix, et donc arrêter la plantation de coca, va devenir une cible pour ces bandes criminelles, car eux ne veulent pas que les champs de coca s'arrêtent, parce que eux, ils vivent du narcotrafic. Et les menaces ne concernent pas que les paysans récalcitrants. Des familles entières sont obligées de laisser leurs terres et de partir. Le message des clans paramilitaires est clair, la soumission ou la mort. Ça, c'est une lettre que les paramilitaires envoient aux familles qu'elles veulent déplacer
ou assassiner. C'est un avertissement. Celle-là est arrivée hier. Ils ont écrit « Pour vous et toute votre famille, l'heure est venue de quitter vos terres. » Et là, c'est la signature du clan militaire. Le lendemain, la famille qui a reçu la lettre se rend dans les bureaux de Costeño. Regarde, il y a nos noms là. Ça, c'est la lettre. Elle est arrivée à 5h30 du matin. Costeño le sait, il suffit que la maison de la famille soit dans un endroit stratégique pour les clans, et c'est l'exil forcé. De toute façon, on va partir, pas le choix. Je vais laisser ma maison derrière moi. Je laisse tout. Je ne partirai qu'avec mes habits sur le dos. On connaît déjà 3 familles qui sont parties à cause des paramilitaires. C'est ça que le président appelle la paix? Moi, je ne vois aucune paix à l'horizon. Ces nouveaux déplacés de la paix, c'est Costeño qui les sauve des griffes des paramilitaires. Dans 2 heures, les 11 membres de cette famille quitteront la ville pour ne jamais y revenir. Depuis le début de l'année, plus de 80 personnes ont déjà quitté la vallée. Tout ce que ces gens ont mis une vie entière à construire vient de s'évaporer en quelques secondes. Ils repartent de zéro. L'idée, c'est de les accompagner psychologiquement, qu'ils ne soient pas lâchés seuls dans la nature. Ils ont tellement peur qu'ils veulent qu'on les accompagne au bus avec lequel ils quittent la ville. C'est arrivé récemment que 2 ou 3 membres d'une famille soient assassinés alors même qu'ils déménageaient. C'est pour ça qu'ils ont peur. En aidant ces familles, Costeño met sa propre vie en jeu. L'année dernière, 116 leaders sociaux comme lui ont été tués en Colombie. C'est 1 tous les 3 jours. Dans la liste noire des clans paramilitaires, un homme fait figure de cible numéro 1. Lederman Ortiz est journaliste. Il a déjà subi 4 tentatives d'assassinat. Ici, ils ont jeté une grenade. Elle a explosé. Regardez, on voit toujours les traces sur le sol. Mais juste avant, ils en avaient jeté une autre, du côté jardin. Ça, c'est mon véhicule. Il est blindé. Ma porte aussi, depuis l'explosion. Et la fenêtre est blindée aussi. Puis, il y a aussi un circuit de caméra. Constamment, les clans criminels cherchent à me faire mal et m'assassiner à cause de mon travail. Ça, c'est mon bureau. Les méthodes journalistiques de Lederman sont peu orthodoxes. Voici mon journal. Il s'appelle « La vérité du peuple ». Dans son journal, il n'hésite pas à afficher publiquement les visages des chefs de clan. Si on me dit par exemple qu'un certain Pedro est le chef de l'extorsion dans une zone, je me procure sa photo, je vais la montrer discrètement à plusieurs commerçants qui payent aux paramilitaires. Et quand 8, 9 ou 10 m'ont confirmé que c'est bien lui, moi, je mets sa photo en première page. Là, par exemple, je montre les photos de chefs paramilitaires de la région. Et ici, la photo de 2 sicarios qui ont assassiné un opposant.
C'est pour ça qu'ils me craignent, parce que je dévoile leur identité. La force de Lederman, c'est ses sources à l'intérieur même du clan. Il est le seul à pouvoir interviewer des membres actifs, comme ce jeune tueur à gages qu'on appelle ici sicario. Combien d'assassinats as-tu commis environ? Plus d'une vingtaine. Ça fonctionne par équipe. Il y a 3 sicarios par groupe avec un chef. Il y a aussi une sentinelle qui récupère l'arme après le crime. Et un autre qui prépare les motos pour les sicarios. Et tu gagnais combien au début? Quand j'ai commencé, j'étais à 500 € par cible. Grâce à son réseau, Lederman dispose d'informations très sensibles. Lorsqu'il se rend en reportage, il est toujours accompagné de 4 gardes du corps. Nous avons chacun un 9 mm avec 17 cartouches. Et l'arme est toujours en position d'attaque. Ça signifie qu'une balle est déjà engagée dans la culasse pour pouvoir riposter plus rapidement. Il y a quelques jours, une source lui a donné l'adresse d'une maison abandonnée, utilisée par les sicarios du clan. Là, on arrive dans ce qu'ils appellent une maison de torture. C'est là qu'ils amènent leurs victimes. Ils les découpent et les jettent ici, là, dans le fleuve Cauca. Qui fait ça? Ce sont les paramilitaires qui font ça. Nous sommes dans leur zone ici. Malgré le calme apparent, Lederman sait que la situation peut déraper à tout moment. 5 soldats des forces spéciales sont d'ailleurs venus en renfort. Bon, on va entrer. Du sang. Regardez, il y a du sang partout. Et là, il y a des sous-vêtements. Quand je suis entré, l'odeur m'a frappé. Ça sentait la décomposition, la mort. Là, il y a une chambre. Là aussi, il y avait une odeur fétide, horrible. Ils ont utilisé cette maison pendant 6 ans. En enquêtant, j'ai identifié moi-même plus de 20 personnes qui ont été éliminées ici. Parmi elles, il y a même des membres du clan qui n'ont pas obéi à un ordre ou qui ont volé de l'argent. Au fond du jardin, un accès discret et direct au fleuve. Une fois qu'ils les ont découpés, ils les jettent ici. Ils les attachent avec du fil de fer et des pierres pour que les parties du corps coulent. Le fil de fer ne pourrit pas, contrairement à la corde. C'est comme ça. C'est ça qu'ils utilisent. Dans les faubourgs du village, personne ne veut parler aux journalistes. Ça va la sécurité en ce moment? Au moins, vous savez, je travaille ici de 2h à 6h. Et après, je rentre chez moi, je ne sais rien. Tout ce village est contrôlé. Ici, personne ne parle, par peur.
Et pourtant, on n'est pas comme ça en Colombie. Vous allez dans n'importe quel coin du pays, et dès qu'ils voient une caméra, tout le monde se rapproche. Pourtant ici, même les enfants ne viennent pas nous voir. C'est la loi de la terreur. Medellín, la deuxième grande ville du pays. L'universitaire Fernando Quirano est un spécialiste reconnu des mouvements paramilitaires en Colombie. Selon lui, ils sont aujourd'hui présents dans 22 départements du pays. Il existe entre 14 et 15 groupes paramilitaires en Colombie. Et celui qui domine, c'est les autodéfenses gaïtanistes, rebaptisés Clan du Golfe. Grâce à l'argent qu'ils génèrent chaque mois, le Clan du Golfe a engagé entre 12 000 et 15 000 hommes. Ils ont des chefs, un bureau d'administration, des patrons et des patrons de patrons. C'est une hiérarchie militaire et aussi entrepreneuriale. C'est imparable. Pour financer sa structure, le Clan du Golfe exploite un nouveau filon, l'or. Selon l'ONU, en Colombie, les mines illégales génèrent aujourd'hui 2 fois plus de bénéfices que le narcotrafic. Nous sommes dans la région du Bajo Cauca, un des épicentres de l'or en Colombie. Au petit matin, des centaines d'ouvriers viennent embaucher dans les mines clandestines situées le long du fleuve Nechi. Ici, la majorité des gens travaillent dans les mines, quelques-uns de la pêche. S'ils cherchent de l'or, c'est pour pouvoir vivre. Il y a beaucoup de petites mines près des bords du fleuve. On forme des petits groupes de 5 personnes et chaque groupe s'occupe d'une mine. En s'enfonçant un peu dans les terres, les mines à ciel ouvert apparaissent. Ici, les forçats de l'or travaillent 10 heures par jour. Héctor Aligno est responsable de cette mine clandestine. Il y en aurait plus de 200 comme celle-ci dans la zone. C'est ici que l'or se dépose. Et donc en fin de journée, on secoue le tapis et on récupère l'or à l'aide d'eau propre. Dans le coin, il y a environ 800 personnes qui vivent de cela. Dans cette mine, Héctor emploie 12 personnes, mais le véritable patron, c'est le Clan du Golfe. Le clan exploite ces terres. Chaque mine doit payer. Par exemple, pour pouvoir utiliser une pelleteuse, ça c'est une mensualité de 800 $. Pour les pompes à eau, il faut en payer aussi. Et il faut aussi reverser 20% du total des recettes d'or. Pour les ouvriers d'Héctor, il ne reste qu'une centaine d'euros par semaine. En fait, on est pris au piège entre deux lois. D'un côté, il y a celle de l'État et de l'autre, celle du clan. C'est vrai que l'on brasse beaucoup d'argent, mais nous, on ne gagne presque rien. Ceux qui profitent, ce sont les chefs de clan. Pour stopper la montée en puissance des chefs paramilitaires, l'armée colombienne a créé une brigade spéciale contre les mines illégales. La bataille pour contrôler les réserves d'or en Colombie a commencé. Vous, allez vous poster en haut du sentier. Sécurisez la zone, vite.
Aujourd'hui, les hommes du capitaine Chavarro s'attaquent à un laboratoire caché dans la montagne. Alertés, les malfrats viennent juste de quitter la zone, laissant tout derrière eux. Ça, c'est des résidus remplis de mercure. C'est très contaminé. Il ne faut pas le toucher. Il y a des bassins remplis de cyanure. C'est la dernière partie du processus pour extraire le minerai. D'ailleurs, vous voyez un peu partout, ils ont laissé des bidons de produits chimiques qu'ils utilisent. Faute d'arrestation, les militaires vont mettre hors d'usage le laboratoire en emportant les moteurs. Objectif, toucher les clans au portefeuille. Ces mines d'or sont la tirelire de tous les clans paramilitaires. La dernière fois qu'on a fait une grande opération dans la zone, les clans n'ont pas pu payer leurs hommes pendant 3 mois. L'année dernière, la brigade du capitaine Chavarro a démantelé plus de 350 mines ou laboratoires clandestins dans ces montagnes. Mais l'organisation du clan est tentaculaire et génère aussi des revenus considérables dans les grandes villes comme Medellín. Dans les bidonvilles, les différents gangs qui vendent la cocaïne travaillent tous pour les clans paramilitaires. Ici, ils ont imposé ordre et discipline aux petites mains du trafic. À Medellín, il y a eu une trêve entre les gangs. C'est parce que l'ordre est venu d'en haut. Il y a beaucoup de règles. Les voleurs sont interdits. Ceux qui se bagarrent dans la rue doivent payer une amende. Et quand on achète 1 kilo de cocaïne, c'est à eux qu'il faut l'acheter. Après seulement, on la conditionne et on la vend en petits sachets. Un sachet d'1 demi-gramme comme ça, c'est l'équivalent de 2 €. Et on le revend 2,50 €. On gagne 50 centimes par sachet. On est juste un pion sur l'échiquier. Trafic de cocaïne, mais aussi prêt sur gage, prostitution et extorsion. Selon l'universitaire Fernando Quirano, les clans taxent chaque strate du crime. Et avec l'argent, ils s'achètent l'impunité. Grâce à leurs bénéfices, ces groupes paramilitaires ont établi une structure parallèle. Ce sont des gens à l'intérieur même de l'État. Ils payent des policiers, des juges, des militaires, des politiques. Ils payent une fortune pour avoir la seule assurance qui les intéresse. Une protection officielle. Donc oui, la paix va finir par s'installer en Colombie. Mais tant qu'existe cette structure parallèle et l'argent qui la maintient, la paix ne sera pas totale en Colombie. Pour réussir son virage démocratique, le gouvernement colombien va devoir faire face à un monstre